Jeroen Olieslagers, 26 mei 2020, Bogny-sur-Meuse, France. Goeiedag, Jeroen Olieslagers. Hallo, goeiedag. Comment allez-vous? On va poursuivre en français. Comment allez-vous aujourd'hui et que ressentez-vous par rapport à tout ce que nous vivons actuellement? Je suis maintenant en France. Le départ était 2 ou 3 jours avant la quarantaine. J'ai acheté une maison ici pendant l'été. Pendant l'été dernier, j'ai acheté une maison ici. Mais normalement, j'habite en Anvers, dans la ville. Et pour nous, c'était vraiment important d'être ici parce que je suis en train d'écrire un roman, ma femme aussi, et nous avons besoin un peu de sérénité, un peu de calme. Et ici, dans les Ardennes, c'est parce qu'au début, c'était le chaos un peu, je pense, dans toutes les villes en Europe, c'était l'adaptation, c'était pas si facile. Et on a eu besoin vraiment d'être ici pour juste écrire. C'est un peu marrant parce que maintenant, nous sommes ici nous sommes ici 2 mois, plus de 2 mois, je pense, plus de 2 mois. 9 semaines, je pense, même presque 10. Et il y a une sorte de solitude qu'on partage, ma femme et moi. Et c'est un peu le vie d'un écrivain hermétique, en fait. Nous sommes vraiment pas isolés, mais presque ça, presque ça. Et l'absurdité est un peu que nous partageons une vie d'écrivain qui est même, c'est presque l'idéal, en fait. C'est presque l'idéal d'être ici et juste écrire. Et le monde est le monde, en fait. C'est le monde. Et nous partageons juste un tout petit peu de ce monde. Mais le monde le plus important maintenant est devenu le monde intérieur, en fait. Mmh. Alors vous le dites, la littérature et l'écriture, elles font pleinement de vous. Vous êtes en pleine écriture, de ce nouveau roman qui s'appelle a priori Wilde Vrouw, la femme sauvage. Et en Ouais. ces terres de coronavirus, comme vous le dites, nous sommes tous éloignés, les uns des autres. C'est pourquoi vous avez participé à un recueil de correspondances qui s'appelle The Afstand, la distance, et dans lequel 24 écrivains se sont retrouvés, se sont écrits des lettres au profit de l'association Doctors of the World. Qu'est-ce que vous avez appris au cours de cette correspondance, au cours de cette expérience avec un autre écrivain? Ouais, c'était la première fois aussi que des lettres ont été publiées, que j'ai écrit à quelqu'un. C'était la première fois. Et j'étais un peu nerveux, en fait, parce que les lettres, quand on écrit des lettres à quelqu'un que je ne connais pas, Sil van Hanneman, je ne connais pas. Elle écrit des poèmes, mais j'ai jamais lu quelque chose de Sil. Alors, pour moi, c'était une correspondance avec quelqu'un que tu ne connais pas. Euh, ça c'est un peu étrange. Et la deuxième chose qui était vraiment étrange, que c'est vraiment le moment, parce que elle m'a demandé dans ses lettres, elle m'a envoyé des poèmes, et puis j'ai réagi avec une propre lettre. Et le moment dans cette écriture de lettres est vraiment important. C'est la conscience du moment, en fait. Et ça, mais c'est vraiment changé maintenant. Ma attitude, quand on parle du virus et tout ça, ça change presque toutes les semaines, parce que même tous les jours.
au début, il y avait la nervosité, le chaos, c'était pas agréable, cette manque de liberté. Mais maintenant, je pense, je sais pas, c'est un peu, maintenant, je me manque un peu la réalité de la vie quotidienne, parce que on a des voisins, on parle avec les voisins, euh, et c'est tout. Je parle avec la femme du boulanger, et ça c'est tout, c'est tout. Et mes amis, ils sont en Anvers ou Bruxelles ou Gand, et ils parlent tout le temps avec les gens, avec les amis qu'ils rencontrent dans les rues. Mais nous parlons avec personne presque. Alors, ça donne une certaine... la vie est devenue vraiment claire. Au début, c'était une situation compliquée. J'étais aussi fâché avec des gens qui n'observent pas la sécurité, qui n'étaient pas... il y avait des cafés qui étaient encore ouverts en Flandre. Je pense que les cafés étaient ouverts je pense jusqu'à le 12 ou le 13 mars. Et après ça, c'était la quarantaine totale. Mais la nuit le 12 mars ou le 13 mars, c'était la grande fête, en fait. C'était la grande fête. C'était la dernière fête. Et ça j'étais vraiment fâché de ça, parce que je trouvais ça irresponsable. Maintenant, je, je pense que ça, je pense que tout le monde, individuellement, a des réactions qui sont, je comprends maintenant tout. Je comprends toutes ces réactions. Je comprends que tu veux garder un certain sens de normalité. Je comprends ça. Je comprends l'angoisse, je comprends tout maintenant. Et dans les lettres, c'était une chose différente. J'étais fâché, j'étais triste, je me sentais un peu isolé aussi. Et, et maintenant, c'est étrange, mais nous sommes isolés, mais je me sens connecté. Je me sens connecté dans un sens vraiment profond. Et, mais je ne trouve pas les mots maintenant pour exprimer cette sens cette sens de connectivité. C'est une chose nouveau, je pense, parce que au début, il y avait la connexion était c'était une connexion abstracte, mais maintenant, la connexion, même si je suis vraiment isolé, la connexion est vraie. Mhm. Je je sais pas comment exprimer ça. Alors nous, on a pu découvrir vos mots en France avec votre roman Trouble aux éditions Stock, qui Mhm. s'inscrit dans une trilogie sur la mémoire et l'identité. En quoi est-ce que vous diriez, avant de rentrer au cœur du livre, que le coronavirus a véritablement semé le trouble sur Terre et aussi en vous? Je pense que bon, un des thèmes de troubles qui est vraiment important, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation, les gens voulaient garder un certain sens de normalité. Ça, c'était vraiment important pour trouble. J'ai inventé un mot pour ça en néerlandais, Normalzucht, cette, euh, cette Sehnsucht pour la normalité, en fait. Et oui, on sait maintenant que cette soif de la normalité est devenue vraiment important aussi pendant le virus, pendant cette période. Juste garder d'être normal, de mener une vie normale est devenu impossible. Et en même temps,
les gens veulent vraiment garder cette normalité. Mais c'est quoi cette normalité? Parce que avant le virus, j'ai un nom pour le virus, c'est l'institutrice couronnée, en fait. L'institutrice couronnée. Euh, mais avant, la normalité, c'était quoi? La normalité, est-ce qu'on a mené une vie normale? Je ne pense pas vraiment. On a l'illusion de la normalité, mais c'est quoi? C'est quoi? Et ça, cette normalité est si présent maintenant. Cette soif de la normalité est si présent. Je trouve ça vraiment intéressant, mais aussi, il y a un certain sens de tragédie dedans. La tragédie, c'est les gens qui veulent garder un certain sens de normalité, on doit payer un prix pour ça. Et le prix, c'est d'être inconscient, de perdre un lien avec tout le monde, perdre un lien avec les grands thèmes de notre monde. Les grands thèmes, c'est l'écocide maintenant, c'est les problèmes écologiques. Et ça, pour moi, c'était pas normal. C'était pas normal du tout. Et on est en train maintenant d'oublier ça parce qu'on veut recouvrir, réinventer cette normalité. Mmh. Dans ce livre, comme vous le disiez, vous nous plongez, au cœur de la Deuxième Guerre mondiale à Anvers, au cœur de la collaboration aussi, et vous écrivez, que vous parlez de la représentation des ténèbres et de la peur qui est devenue la norme. C'est également le cas aujourd'hui avec cette peur, omniprésente de la maladie. Quel est l'impact et les dangers de la peur sur des êtres et sur une société où rien n'est noir ni blanc, comme vous le rappelez également dans votre roman? Euh, oui, je pense que les problèmes, il y a un problème de stress maintenant et c'est vraiment, c'est vraiment important de s'adresser à ça, ce problème de stress, mais aussi pour les enfants. Cette situation est devenue en Belgique, c'est devenu vraiment absurde parce que maintenant, les écoles sont ouvertes, mais pas toutes les écoles sont ouvertes. Aussi, les personnes âgées, ça, c'est aussi un problème, je pense. Il y a une certaine, euh, il y a un certain de trauma, je pense, une trauma psychologique qu'on doit s'adresser. Et c'est parce que notre sens de normalité est vraiment aussi brisé. Hein? C'est brisé. Euh, comment expliquer ça à notre enfant? C'est vraiment compliqué d'expliquer ça. Je sais que le problème, c'est le même en France, mais en Belgique aussi, en Flandre aussi, c'est devenu un vrai problème. Comment je pense qu'il y a un lien avec le fait que l'homme est quelqu'un qui raconte les histoires. On doit raconter les histoires, mais on ne sait pas maintenant la conclusion de cette histoire. On ne sait pas. Alors, on ne peut pas l'expliquer. Mmh. Dans ce livre, vous écrivez également que vivre en guerre, c'est quelque chose de particulier. C'est une période où chacun montre qui il est, où chacun, montre son vrai visage. Or, dans nos sociétés aujourd'hui, on avance, évidemment, masqué. Néanmoins, qu'est-ce que cette crise révèle, de nous-mêmes et de nos sociétés également? Euh, je pense comme Je pense que maintenant, la réalité aussi est un peu masquée. Hein. Euh, le masque est une métaphore aussi pour le mensonge. Nous sommes masqués, nous sommes entourés par les mensonges, par des désillusions aussi. Il y a du paranoïa partout parce qu'il y a des gens qui disent oui, c'est Bill Gates qui a fait ça. Euh, c'est incroyable. Je m'aperçois sur Facebook que aussi des amis de moi sont devenus un peu fous. Hein.
Euh, par, il, parce que, mais c'est normal parce il sache il y a un certain espoir de trouver une conclusion, de trouver une certaine explication pour, pour la situation. Pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, peut-être c'était la même chose parce que au début de la guerre mondiale, les gens ne savent pas que, comment va finir ça, c'est quoi la conclusion d'une guerre. La conclusion, comme dans les années 40, au début, dans 40, 41, même 42, c'était pas vraiment clair. Nous sommes maintenant dans la même situation. Il n'y a pas de clarté, il n'y a pas de lumière. Il y a des ombres, il y a des ombres, il y a des fantômes, en fait. Il y a des fantômes, c'est l'heure des fantômes. C'est l'heure des masques et c'est l'heure des fantômes, je pense. Et comment obtenir une perspective qui est vraiment éclairée, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que je ne connais pas comment raconter cette histoire aux gens, comment raconter à moi-même, je ne sais pas. Maintenant, je n'arrive pas. C'est aussi l'heure de la crise. En Belgique, on assiste à une double crise. Rappelons que c'est l'un des pays quand même les plus touchés proportionnellement au monde, le pays le plus touché d'Europe, d'un pays dans lequel on traverse une double crise. Il y a à la fois la crise sanitaire liée au coronavirus et une crise politique qui double cet état. Qu'est-ce qui vous a le plus révolté ou troublé justement dans la gestion de la crise du coronavirus en Belgique? La chose qui me trouble, c'est que le jeu politique continue. Le jeu politique continue et c'est devenu vraiment absurde. Il y a une crise, c'est vrai, il y a une crise constitutionnelle maintenant en Belgique pendant des mois et des mois et des mois. Et il y a des gens qui parlent comme le corona n'est plus là, que le corona, le virus est disparu. Et maintenant, on doit être réaliste. On doit être réaliste. Et cet réalisme, je ne comprends pas. Pour moi, c'est l'absurdité. Et ça me gêne aussi un peu. Hein, ça me gêne parce que euh, je veux que le monde politique adresse la réalité pure, la réalité que nous entoure. Mais maintenant, c'est vraiment clair qu'ils ont leur propre réalité. Et cette propre réalité est séparée de notre réalité. Et il y a des dangers. Le danger, c'est que l'extrême droite qui aussi ont leur propre réalité. Ils veulent bien imposer leur propre réalité sur nous parce qu'il y a une crise constitutionnelle. Ça, c'est le problème, je pense. Mmh. Un autre problème qui vous tient à cœur et dans lequel vous êtes très engagé, c'est celui de la culture. La culture qui a là aussi doublement souffert, puisqu'en Flandre notamment, elle a subi d'énormes coupes budgétaires et Ouais. qu'aujourd'hui, avec le coronavirus, on voit que les instances gouvernementales en Belgique négligent complètement la culture. Comment est-ce qu'elle va survivre? Comment est-ce qu'on doit se battre pour elle? Je ne sais pas. C'est parce que, évidemment, j'ai beaucoup des amis maintenant dans le monde culturel et je pense qu'il y a beaucoup de gens que je connais qui sont maintenant dans la pauvreté. Hein. On doit employer le mot. Et je ne sais pas comment s'adresser parce que le gouvernement n'est pas vraiment intéressé, je pense. Maintenant, ça change un tout petit peu, mais le chômage est total. C'est total.
Il y a même plus de culture maintenant. Il y a la culture, mais sur Internet, sur Facebook et tout ça, on peut partager ça avec Zoom ou tout ça, mais dans la réalité, il y a plus de culture. Comment s'adresser ça avec un gouvernement qui a déjà coupé beaucoup dans le budget? Je ne sais pas. Je sais pas. J'espère bien qu'il y a une certaine, il y a des lobbies qui veulent vraiment que la culture survive cette crise, mais est-ce que la volonté des politiciens est là? Je ne sais pas. Alors, je ne peux pas répondre à la question parce que la situation n'est pas claire. Comment résister ça? Ça aussi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que, dernière question, et juste en quelques mots, c'est aux écrivains peut-être d'éclairer les choses et de se battre pour que la culture puisse survivre et qu'on puisse montrer à quel point elle est vitale pour tout le monde? Oui, mais je pense, pour moi, pour les écrivains, c'est plus simple que pour les metteurs en scène ou pour les acteurs, les actrices, parce que les gens, maintenant en Belgique, mais aussi aux Pays-Bas, euh, il y a des gens les livres sont devenus plus populaires que jamais même. Euh, on peut raconter des histoires et je sais très bien que les histoires sont devenues plus importantes qu'avant. Alors pour nous, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Je pense que la littérature a une certaine tâche de connecter les gens et ça, c'est devenu plus important qu'avant. Mais pour le théâtre, pour tous les spectacles, je ne sais pas. J'espère bien. Il y a une certaine, en Flandre, il y a une certaine solidarité qui est devenue vraiment importante. C'était déjà avant le coronavirus que la solidarité était vraiment présente. Et je pense que la solidarité, c'est la même, c'est la seule arme qu'on a. C'est la solidarité, c'est tout. Et on doit fortifier cette solidarité. C'est tout. C'est tout. Mhm. Merci beaucoup, dankjewel, Jeroen De rien. Olieslagers, pour ce témoignage et surtout, portez-vous bien. Merci, het was aussi. Graag gedaan. Merci, dag. Bye bye.